Bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire consacré à la réforme de la facturation électronique, la vie d'Orcom. Avant de commencer, on va peut-être se présenter à vous. Donc Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Thomas Cachan, je suis directeur de mission et je travaille sur le site d'Orcom Orléans et j'interviens avec Rudy sur le sujet de la facturation électronique au sein du groupe de travail qu'on a constitué chez Orcom. Bien, bonjour, pour moi c'est donc Rudy Rousseau, je suis expert comptable associé au sein d'Orcom sur le site de Chartres et de Montigny-Bretonneux dans la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et comme le disait Thomas, on fait partie du groupe de travail sur la facturation électronique, ce qui nous vaut l'honneur de vous présenter ce webinaire. Et également, on s'occupe de la communauté des intégrateurs, qui sont des collaborateurs spécialisés dans l'installation de produits digitaux chez nos clients. Donc, ils auront un rôle prépondérant dans la mise en place de cette réforme. Et donc, c'est pour ça qu'on est avec vous ce matin. Avant de commencer, vous avez la possibilité de nous poser des questions grâce au chat. Donc, n'hésitez pas, on a prévu 5 à 10 minutes en fin de webinaire pour essayer de répondre au maximum de questions. Si on n'arrive pas à répondre à l'ensemble des questions, on s'engage à vous répondre par écrit par la suite. Et puis, on va maintenant commencer. On va vous présenter le fameux sommaire. Donc, il y aura une petite présentation très rapide d'Orcom, puisque pour les gens qui ne nous connaissent pas, maîtriser les enjeux les enjeux réglementaires et leurs impacts opérationnels avec les enjeux, les modes de transmission à la fois en e-invoicing et e-reporting, puisque vous verrez qu'il y a deux pendants de cette réforme. Et puis après, l'important, ce qui est comment passer à l'action, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans les 6 prochains mois pour être prêt lors de ce passage. Et puis, quels sont les critères de sélection pour vos PDP. On vous expliquera évidemment tous ces termes un peu techniques, puisqu'il y a un petit vocabulaire à maîtriser lorsqu'on parle de facturation électronique. Sur la présentation d'Orcom, très rapidement, vous avez ici toutes nos marques. Donc Orcom, qui est la partie expertise comptable, audit et conseil, que tout le monde doit connaître. La partie ActiveForce, qui est tout ce qui est autour des ressources humaines, donc à la fois l'aide au recrutement, l'accompagnement carrière et transition, l'externalisation des ressources humaines et puis, bien entendu, la formation. H3P, lui, est spécialisé dans tout ce qui est conseil financier avec des missions à forte valeur ajoutée comme la modélisation financière, des missions de financement et de structuration, et puis encore pas mal d'autres missions financières, fonds privés et tout ce qui est investissement en private equity avec une sélection de sociétés fait en amont par les équipes de financières fonds privés. Pour assurer des bons rendements pour les gens qui veulent se lancer dans le private equity. Stratorial, qui accompagne tout ce qui est collectivité et le développement des solutions en matière d'analyse financière et fiscale. Et puis Orva, qui est notre marque société d'avocats et qui peuvent vous défendre sur tous les pendants, que ce soit droit commercial, droit social, droit fiscal, droit des contrats et bien d'autres droits encore. Sur nos implantations, vous avez ici une carte des différentes implantations, ce qui montre que Orcom a cette volonté d'être à proximité de ses clients. Et donc, on a plus de 52 sites en France avec ici toutes les marques qui sont représentées par des petites couleurs. Ensuite, chez Orcom, on est structuré en différents secteurs, ce qui permet à nos clients d'être accompagnés par des spécialistes aussi bien en comptabilité, au niveau juridique ou social dans les différents secteurs que vous voyez affichés à l'écran. Et donc, vous bénéficiez effectivement d'un accompagnement adapté sur ces différents secteurs sur lesquels nous sommes connus et reconnus. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, maîtriser les enjeux de la réglementation et leurs impacts opérationnels. On va vous présenter ici ce qu'est une facture électronique, puisqu'on s'aperçoit que ce n'est pas forcément clair pour l'ensemble de nos clients.
Donc, il faut pas confondre facture dématérialisée et facture électronique. Là, ici, sur cette petite présentation, vous voyez que, en gros, tout ce qui est facture Excel, Word, PDF, JPEG ou encore les factures à la main ne pourront plus être transmises directement à vos clients. Elles seront non conformes par rapport à la facturation électronique. Pour le PDF, il y aura une petite période de transition où vous aurez la possibilité encore d'envoyer en PDF vos factures, charges après à la PDP, de les transformer en format conforme. Et les formats conformes, vous les avez ici, ce sont la partie UBL, FactureX, C2I. C'est ce qu'on appelle le socle, c'est-à-dire ce sont des formats qui sont reconnus et qui pourront être utilisés par les PDP pour transmettre l'ensemble des factures au portail public de facturation. Petite présentation rapide de la partie UBL et C2I. UBL et C2I, ce sont des formats en XML, c'est-à-dire c'est du codage. Alors l'UBL, lui, est plutôt lié à vraiment un schéma XML EDI structuré, alors que le C2I, lui, il est en XML, mais il dépend en fait d'une directive européenne qui a normalisé en fait le XML par rapport à cette réforme de la facturation électronique. La FactureX, c'est un modèle un peu hybride, donc il allie à la fois du XML et du PDF lisible par l'humain. Vous allez d'ailleurs le voir sur cette slide-là en représentation. Vous avez côté pile vraiment le PDF que l'humain pourra lire et le côté face où là vous avez la partie XML où là ça sera la machine qui pourra traiter la donnée et ainsi accélérer les flux de transmission entre, je dirais, ses partenaires. On va parler maintenant des enjeux liés à cette facture électronique. Donc, on va commencer d'abord par regarder quels sont les enjeux et surtout les objectifs de cette réforme, d'abord pour l'État. Donc, il faut savoir que la fraude à la TVA en France, ça représente environ 20 à 25 milliards d'euros par an. Donc, le premier objectif pour l'État, c'était de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Et ça rejoint le deuxième objectif qui est d'arriver sur les années à venir au pré-remplissage des déclarations de TVA. Ensuite, on a également un objectif de réduction des coûts. Il faut savoir que le coût de traitement, d'envoi et d'archivage d'une facture électronique est moindre que celui d'une facture papier et de son circuit de traitement traditionnel. Donc ça, c'est le deuxième objectif, avec cette idée de réduction des délais de paiement également, pour améliorer d'une façon générale la compétitivité des entreprises françaises. Et enfin, l'État entend améliorer la connaissance de l'activité économique du pays en temps réel et ainsi pouvoir prendre les mesures adaptées selon la situation économique. Pour les entreprises, les objectifs, vous les voyez à l'écran. Donc, c'est déjà un gain de temps et une réduction des coûts dans le traitement des factures. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Par rapport au coût de traitement d'une facture papier. On a également cette idée d'amélioration du suivi des factures. On en parlera après avec les différents statuts du cycle de vie de la facture. On aura une amélioration du pilotage de l'activité de la trésorerie de l'entreprise. Les données seront disponibles plus rapidement en temps réel et les chefs d'entreprise pourront mieux savoir où ils en sont. Et on aura également une réduction des litiges, des délais de paiement, avec cette idée de pouvoir relancer plus facilement et de savoir où en est notre facture à un moment donné. Puis il y a la partie aussi sur la partie liée aux gens qui fraudent aujourd'hui à la TVA. Effectivement, la concurrence sera plus équitable, on va dire, entre les entreprises, ce qui est écrit vertueuses, et celles qui pouvaient frauder à la TVA et qui pourront le faire de façon beaucoup plus difficile à l'avenir avec le pré-remplissage des déclarations. Alors tout simplement, quand tout ça va arriver, tout simplement vous avez ici le calendrier.
En fait, il y a un calendrier qui est double, à la fois pour la réception et pour l'émission des factures. Pour la réception, c'est très simple. Tout le monde, je dis bien tout le monde, rentre dans le champ d'application de la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026, quelle que soit la taille de la structure. Au niveau de l'émission, donc c'est-à-dire la production, l'envoi de ces factures à ses clients, seulement les grandes entreprises et les ETI, dont vous avez sur la droite de la slide les mesures pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, auront l'obligation donc d'envoyer dès le 1er septembre 2026 leurs factures en format électronique. Pour les TPE et les PME, l'obligation, elle sera qu'à partir du 1er septembre 2027. Alors, on entend beaucoup de choses par rapport au calendrier. Il faut savoir que ce calendrier il a été réaffirmé par le ministre. Lors de la journée FNFE, Amélie de Montchalin a à nouveau acté ces dates de mise en place. Donc, il y a de grandes chances que ce calendrier ne bouge plus. Hein, pour ceux qui suivent la facture, enfin la réforme de la facture électronique, on sait qu'on a eu du décalage parfois dans le temps. Là, on peut se dire qu'on a aujourd'hui à moins 500 jours de la réforme. Il faut aussi avoir en tête que l'obligation, c'est une chose, mais en tout cas, nous, notre conseil, c'est de ne pas attendre le 1er septembre 2027 pour les TPE-PME. Ce n'est pas parce que l'obligation est à cette date-là que vous n'avez pas la possibilité de vous équiper et d'être prêt en amont. Il faut savoir qu'il y a des sanctions qui sont prévues par rapport au fait de ne pas respecter cette réforme et donc de ne pas envoyer correctement ces factures ou même de les recevoir. Donc, il faut être prêt dès les dates qui sont indiquées, mais la préparation peut être importante afin d'être serein au moment du passage. De l'autre côté, en fait, il y a du travail qui est fait par l'administration au niveau de l'immatriculation des PDP. Donc, les PDP, ce sont des plateformes de dématérialisation partenaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 91 PDP qui sont inscrites depuis septembre 2024. On peut toujours s'inscrire, il faut respecter un certain nombre de critères, qui sont des critères de sauvegarde, de sécurité informatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup se présentent comme PDP, mais aujourd'hui, aucune PDP est définitivement inscrite. Ce sont des préinscriptions, et donc la liste définitive des PDP, on l'aura seulement en janvier 2026. Seulement fin janvier 2026, on aura la liste des PDP qui seront admis par l'administration. Au-dessus, vous voyez qu'il y a une mise à disposition d'un annuaire où vous verrez, on va vous faire voir ce qu'on appelle le mode de transmission de la facture électronique, le schéma, ce qu'on appelle le schéma Y. Vous verrez qu'en fait, le portail public de facturation va tenir un annuaire. Cet annuaire, il sert à quoi? Tout simplement à savoir comment est organisée l'entreprise. Donc, les PDP, quand ils transmettront les factures de leurs clients au portail public de facturation, interrogeront cet annuaire pour savoir à quel autre PDP ils doivent l'envoyer pour que le client final puisse recevoir sa facture. Il y a actuellement des tests de cet annuaire qui sont depuis janvier 2025. Il y a des grands pilotes qui sont sur ces tests et qui interrogent l'annuaire pour voir s'il n'y a pas de dysfonctionnement. En fait, ce qui est important également de voir, c'est qu'il y a la commission AFNOR qui est là pour normaliser en fait toute la partie de la réforme de la facturation électronique. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport, je dirais, au calendrier qu'on a eu précédemment, ce qui va donner du rythme à la réforme et parce qu'on voit que septembre 2026 ou septembre 2027, c'est dès demain. Donc il faut avoir vraiment je dirais, du rythme dans l'application des normes et la publication de ces normes par l'AFNOR permet d'accélérer un peu le mouvement par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Ici, vous avez les données qui seront obligatoires à transmettre dans la facture électronique. Il faut savoir, c'est l'article 41 septies
D1 de l'annexe 4 du CGI, hein, qui mentionne, enfin qui donne les 26 mentions obligatoires dans cette facture électronique. Donc ça, c'est le premier pendant. Il y a un deuxième pendant à partir du 1er septembre 2027. Il faut savoir qu'il y a 8 données supplémentaires qui seront ajoutées, qui sont la minoration du prix hein, via les rabais, remises, ristournes, les dénominations précises du bien livré ou du service rendu, la quantité de biens livrés ou de services rendus, le prix hors taxe de chaque bien livré ou de service rendu, l'adresse de livraison de réalisation du service si elle est différente de l'adresse du client, la date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative, évidemment, la mention d'un escompte et tout ce qui est éco-participation. Voici les 8 nouvelles mentions qui seront obligatoires, mais seulement à partir du 1er septembre 2027. Thomas, je te laisse parler des 2 obligations. Oui, alors effectivement, la réforme de la facturation électronique comporte vraiment deux volets distincts. Donc le premier qui est le plus connu, c'est celui du e-invoicing, donc qui concerne la partie envoi et réception de factures. Donc quelles sont les opérations et entreprises qui vont être assujetties? Donc là, ça va concerner toutes les entreprises assujetties à la TVA, domicilié en France. Donc, c'est le carré bleu le plus clair que vous voyez sur le schéma. Donc, les opérations en B2B en France. Et le deuxième volet, c'est la partie e-reporting sur les informations de transactions et de paiement. Donc là, ça va en fait concerner les opérations qui ne seront pas dans le champ du invoicing et plus particulièrement les opérations en B2C ou alors les opérations B2B à l'international. On a tendance, quand on parle de facturation électronique, à penser à l'e-invoicing, mais en fait, on voit là sur ce schéma que bon nombre de transactions seront en fait traitées par le e-reporting. Donc, c'est vraiment un pendant de la réforme qu'il ne faut pas négliger, puisque bon nombre d'entreprises travaillent avec des particuliers ou des entreprises à l'international. On va commencer par présenter tout ce qui est mode de transmission en e-invoicing avec, je dirais, les différents acteurs du marché. Donc, il y a 3 acteurs principaux dans cette réforme. Les premiers, ce sont les opérateurs de dématérialisation, donc qui, eux, sont des intermédiaires et qui, à l'inverse des PDP que je vais présenter juste après, ne sont pas immatriculés auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas transmettre ou recevoir directement les factures électroniques. Donc, c'est pour cette raison que les entreprises, enfin, l'ensemble des organisations, doivent choisir une PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, qui est immatriculée auprès des services de l'État et qui aura à elle seule la possibilité de transmettre les factures à une autre PDP et les donner au portail public de facturation, donc à l'administration fiscale. Donc, ce dernier acteur, le portail public de facturation, dénommé maintenant concentrateur de flux, lui aura un rôle donc de collecter l'ensemble des données transmises par les PDP et il aura aussi la gestion de l'annuaire centralisé pour connaître les différentes PDP utilisées par l'ensemble des entreprises. Il y a eu un petit changement par rapport au tout début hein, de la réforme. Initialement, il n'y avait pas l'obligation d'avoir une PDP. Hein. Bon nombre d'acteurs de logiciels de facturation disaient nous, on pourra communiquer directement avec le portail public de facturation, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de PDP à choisir. Là, la nouvelle donne fait qu'on est obligé d'avoir demain une PDP. Donc, les opérateurs de dématérialisation qu'on peut schématiser par en gros les logiciels de facturation, hein, les éditeurs de logiciels de facturation, devront forcément se connecter avec une PDP qui fera la transmission au portail public de facturation. D'ailleurs, vous avez ici le schéma de transmission. Donc, c'est ce qu'on appelle le schéma en forme Y. Alors ça, c'est une petite particularité française, hein, puisque faut savoir que si on prend l'exemple de l'Italie, le schéma de transmission, il est en V, c'est-à-dire qu'on n'a pas de PDP. Les opérateurs de dématérialisation vont directement communiquer
avec le portail public de facturation italien et donc transmettre directement la donnée à l'administration fiscale. En France, il a été prévu de transmettre, entre guillemets, cette responsabilité à des plateformes privées, qu'on appelle PDP, comme vous l'a présenté Thomas précédemment. Et donc là, ce schéma, il est très simple à lire. Et si vous comprenez ce schéma-là, vous allez comprendre en fait le schéma de transmission en e-invoicing. On prend l'exemple ici d'une entreprise A qui va émettre une facture destinée à l'entreprise B qui est sa cliente. Elle va donc, grâce à son logiciel de facturation, qu'on pourra appeler OD, transmettre sa facture à la PDP qu'elle aura choisie en fonction, je dirais, d'éléments. Ça peut être par rapport au service qu'elle propose, par exemple, ou par rapport à son volume. Si une entreprise a beaucoup de factures, il y a des PDP qui seront plus à même de répondre aux besoins que d'autres par rapport au volume. Donc, elle va donc envoyer sa facture à la PDP qu'elle aura précédemment choisie. Celle-ci va interroger l'annuaire, c'est le petit icône orange que vous avez sur ce schéma. Et cet annuaire, en fait, il est simple, hein, c'est en fonction du numéro SIRET, vous allez avoir l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire, là, il va interroger, savoir si l'entreprise B, avec quel PDP elle travaille. Et donc là, elle va interroger cet annuaire et pouvoir transmettre, c'est le petit schéma de la facture que vous avez entre la PDP A et la PDP B. Donc, elle va pouvoir directement transmettre à la PDP de l'entreprise B cette facture. Derrière, en même temps qu'elle aura interrogé l'annuaire et qu'elle aura transmis à la PDP de l'entreprise B, elle va envoyer sa facture au portail public de facturation, qu'on appelle maintenant concentrateur de flux, de données, pardon. Et donc, du coup, elle va transmettre, ce PPF va transmettre à l'administration fiscale les données. Comme le disait Thomas tout à l'heure en début de webinaire, hein, le but de cette réforme, c'est in fine de pouvoir pré-remplir vos déclarations de TVA comme aujourd'hui, votre déclaration de revenus est pré-remplie par l'administration. Donc ce schéma, il est très important de le maîtriser puisque c'est vraiment le schéma qui permet de bien comprendre, je dirais, cette réforme au niveau de la partie e-voicing. Donc la troisième obligation hein, qu'on a au niveau de l'e-voicing, donc la première, hein, c'est l'obligation du format. Hein, je vous rappelle les trois formats socles hein, qui sont la facture X, l'UBL et le C2I. La deuxième obligation, c'est le schéma de transmission qu'on vient de vous faire voir. Et la troisième, eh bien, c'est tout simplement le suivi de la mise à jour des statuts de cycle de vie de la facture. En fait, cette obligation, elle concerne le suivi du statut de la facture. Donc, on devra informer en fait l'administration de l'état d'avancée de la facture dans le système. Tout simplement, il faut savoir que le fait générateur d'exigibilité de la TVA par rapport à un prestataire de service, ça va être l'encaissement de la facture. Donc, l'administration, pour pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA, elle a forcément l'obligation, en tout cas, a besoin de cette information pour savoir à quel moment la TVA devient exigible. Donc, il faut savoir que ces statuts de cycle de vie, il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés. Donc, les 4 qui sont obligatoires, ce sont le déposer sur la plateforme du fournisseur, le rejeter après réception et mise à disposition par la plateforme acheteur, le refuser par l'acheteur et l'encaisser par le fournisseur pour les prestataires de services. Il y a 5 statuts qui sont recommandés, qui sont la mise à disposition, la prise en charge, approuvé partiellement et paiement transmis. Et puis 5 statuts qui sont libres, qui seront émises par la plateforme, reçues par la plateforme, suspendues, en litige ou complétés. Donc voilà tous les 14 statuts qui existent. Et donc, il faudra que vos opérateurs de dématérialisation puissent envoyer les informations au PDP pour savoir où en est en fait votre facture par rapport à son encaissement. Vous avez un
schéma ici qui représente la partie invoicing pour un artisan. On a voulu vous montrer ce schéma parce qu'on trouve qu'il permet de mieux comprendre encore la réforme de la facturation électronique. Donc, il va utiliser un opérateur de dématérialisation, donc un logiciel de facturation qui permet d'émettre sa facture en format FactureX. Il va l'envoyer du coup à sa PDP qu'il aura précédemment sélectionnée. Celle-ci va envoyer directement à la PDP du client en ayant interrogé l'annuaire cette facture. En même temps, concomitamment, ça sera envoyé bien à l'administration fiscale via le portail public de facturation. Ainsi, le client pourra recevoir par sa PDP sa facture et il pourra émettre son règlement. Et lorsque son règlement sera émis, eh bien, l'information par rapport au suivi du cycle de vie sera envoyée à l'administration. Lorsque c'est une facturation, par exemple, pour un particulier ou une entreprise étrangère, ce n'est pas du tout le même schéma. Effectivement, le schéma va être différent. Donc là, on garde le cas d'un artisan, mais pour lequel son client est un particulier. Donc, on va faire la facture, l'éditer. Par contre, le client étant un particulier, il n'aura pas de plateforme. Donc, on va lui imprimer ou lui transmettre comme on avait l'habitude de le faire précédemment. Mais en parallèle, il faudra envoyer soit directement via l'OD si elle est connectée au PDP, à la PDP, pardon, les données de cette transaction et de paiement, ou alors saisir directement sur sa PDP ces données, pour qu'ensuite la PDP puisse les transmettre à l'administration fiscale via le PPF. Et on indiquera dans un dernier temps la réception du règlement pour les prestations de services, comme le disait Rudy tout à l'heure, par rapport au sujet de l'exigibilité de la TVA. On a détaillé le e-invoicing, donc la deuxième partie. On va maintenant voir le e-reporting et ce en quoi ça consiste. Donc, c'est transmettre à l'administration les données de transactions qui ne sont pas concernées par la partie e-invoicing de la réforme de la facturation électronique. Donc, le champ d'application, c'est toutes les transactions effectuées à destination ou provenance d'une personne morale non établie en France, les transactions qui sont soumises à la TVA française mais qui ne sont pas réalisées entre des assujettis établis en France, et après toutes les transactions avec des particuliers ou des personnes morales qui ne vont pas être assujetties à la TVA. On a résumé ensuite ici les opérations concernées par le e-reporting. Donc les premières concernées, c'est celles qu'on vient d'évoquer. Les achats intracommunautaires et importations, eux, ne sont pas concernés. Et tout ce qui est vente en B2B ne sont pas concernés également par le e-reporting, puisqu'ils sont dans le champ d'application du e-invoicing qu'on a présenté précédemment. Alors, il y aura différentes données à transmettre pour cette partie e-reporting. Donc, tout d'abord, la date de l'opération ou de l'encaissement, le montant hors taxe, le taux et le montant de TVA relatif à cette opération, le type d'opération, vente de biens ou prestation de services, toujours sur cette idée d'exigibilité de la TVA et d'encaissement ensuite, la devise et le pays du client, et enfin les modalités d'encaissement. Et donc ces données seront transmises à l'administration via les plateformes de dématérialisation partenaires, car comme pour les factures, elles seules ont la capacité de communiquer avec le PPF et donc avec l'administration fiscale. Donc, comme l'a dit Thomas, en fait, le e-reporting, il y aura donc des fréquences de transmission qui seront un peu différentes par rapport au e-voicing. Le e-voicing, ça sera vraiment en flux réel. Là, on aura des transactions qui se feront différemment dans le temps en fonction du régime fiscal de l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise qui est soumise au régime réel normal mensuel au niveau de la TVA, on sera en système de décade, c'est-à-dire que vous aurez l'obligation d'envoyer vos données de transaction via votre PDP à l'administration fiscale par décade, donc c'est-à-dire toutes vos transactions, par exemple du 1er janvier au 10 janvier, devront être envoyées avant
le 20 janvier du mois. Si toutes vos transactions entre le 11 janvier et le 20 janvier devront être envoyées le 30 janvier, et toutes vos transactions entre le 21 janvier et le 31 janvier devront être envoyées avant le 10 février. Donc, vous voyez que le schéma de transmission, on avait l'habitude de communiquer qu'une fois par mois avec l'administration pour les déclarations de TVA. Là, il faudra en fait envoyer ces décals. Donc, il est important de choisir un logiciel de caisse qui soit, je dirais, connectable via des API avec la PDP que vous allez sélectionner. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra tout simplement saisir à la main vos tickets Z en respectant bien les dates de dépôt. Lorsque vous avez opté pour le régime réel normal trimestriel, cette fois, on raisonne en mois et donc le mois de janvier devra être déposé avant le 10 février. Pour les entreprises qui sont soumises au régime simplifié, en CA12, eh bien là encore, la période de dépôt n'est pas à l'année, mais bien au mois. Et le dépôt, là, ne sera pas pour le 10 du mois suivant, mais plutôt le 25, entre le 25 et le 30 du mois suivant. Et puis enfin, pour les entreprises qui bénéficient du régime de franchise de TVA, comme on le disait en début de webinaire, ce n'est pas parce que vous êtes en franchise de TVA que vous n'êtes pas dans la réforme de la facturation électronique, parce que même si vous êtes en franchise de TVA, vous êtes assujetti à la TVA. Et dans ce cas-là, il faudra transmettre vos données également à l'administration et donc avoir une PDP. Et pour vous, si vous êtes en franchise de TVA, vous avez une période de 2 mois qu'il faudra envoyer entre le 25 et le 30 du mois qui suit. Donc, c'est-à-dire de janvier à février, il faudra l'envoyer entre le 25 et le 30 mars. Il y a les données de transaction, mais également les données de paiement envoyées, toujours dans l'idée d'avoir le fait générateur de l'exigibilité de la TVA pour les prestataires de services. Donc, cette donnée de paiement, elle est envoyée également via sa PDP. Pour les entreprises, donc c'est toujours le régime fiscal qui donne un petit peu le rythme. Donc, les entreprises qui sont soumises au régime réel mensuel, donc là, c'est une fréquence mensuelle et ça devra être envoyé le 10 du mois qui suit. Les entreprises qui sont en régime réel simplifié devront, donc en CA12 annuel, devront également avoir cette fréquence mensuelle, mais par contre, le dépôt se fera entre le 25 et le 30 du mois. Et puis, pour ceux qui sont en franchise de TVA, la fréquence est toujours tous les 2 mois et le dépôt également entre le 25 et le 30 du mois suivant. On vous a présenté, je dirais, la partie un peu technique de cette réforme. Et maintenant, on veut vous dire ce qu'il y a à mettre en place dans les 6 prochains mois, puisque même si on est sur des visions septembre 2026, pour les premiers qui rentreront dans cette réforme, il y a une petite préparation à faire dans, je dirais, ce deuxième semestre 2025. Donc, on va regarder effectivement concrètement quelles sont les différentes étapes à mettre en œuvre sur les prochains mois. Donc déjà, choisir un opérateur de dématérialisation, donc on a présenté précédemment. Le choix également d'une plateforme, donc PDP, parce qu'on a vu que c'était l'acteur central de cette réforme, et donc les factures électroniques et les données de transaction ou de paiement arriver à l'administration fiscale uniquement via les PDP immatriculés. Et plus globalement, on recommande de mener une réflexion stratégique, d'anticiper cette réforme qui est avant tout organisationnelle et technique également. Donc c'est ce qu'on retrouve sur cette slide-là, notre avis donc sur l'organisation au premier semestre 2025 avec la réalisation de diagnostics organisationnels qui permettront de faire vraiment un état des lieux, de savoir où vous en êtes au niveau de l'organisation, des process, des outils que vous utilisez et de ce dont vous aurez besoin par rapport à cette réforme et comment les intégrer à votre organisation. Ensuite, sur la partie équipement, donc plutôt sur le troisième trimestre 2025 avec le choix
des solutions digitales et enfin le raccordement à la PDP plutôt sur le 4e trimestre 2025. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas aujourd'hui d'outils de facturation, puisqu'on a encore des clients qui facturent sur Word ou Excel, faites rapidement le pas parce qu'il y aura à la fois la PDP à choisir, votre opérateur de dématérialisation, donc en gros votre éditeur de logiciel également à choisir. Donc sachez que déjà, à partir du moment où vous travaillez avec des particuliers, le Word Excel n'était pas accepté, puisque je vous rappelle que lorsque vous facturez à un particulier, il faut que votre facture soit inaltérable et bien, sur du Word ou du Excel, voire du PDF, on peut toujours modifier les documents. Donc, il faut absolument vous équiper rapidement de façon à pouvoir être prêt le jour J. On va vous présenter les critères et les prérequis pour choisir sa PDP. Donc, je dirais le premier, c'est gérer les cas d'urgence, les cas d'usage, pardon, les plus courants. Il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, les PDP vont avoir un peu leur spécialité. Et donc, certains vont être sur du gros volume, d'autres vont être plutôt sur des spécificités qui peuvent être, par exemple, la TVA sur la marge ou des choses comme ça. Donc, il faudra être à l'écoute du marché. Alors, pour ça, nous, on peut aussi vous accompagner. C'est notre rôle en tant qu'expert comptable et je dirais devoir de conseil. Donc, on est là aussi pour vous accompagner sur le choix de votre PDP en fonction de votre organisation et je dirais des scénarios les plus fréquents dans le traitement de vos factures. Il ne faut pas que l'exception devienne la règle, il faut que, en gros, la PDP que vous allez choisir puisse répondre à l'ensemble des scénarios que vous allez pouvoir rencontrer dans l'édition de vos factures. Permettre le partage des données de traitement avec l'expert comptable. Vous avez bien compris que derrière ces flux de données sont des documents à la base comptable, donc il est important que vous choisissiez des éléments qui soient transmissibles à, je dirais, votre partenaire expert comptable, de façon à avoir une sécurité dans les flux et puis ne plus avoir cette longue liste de documents manquants qu'on pouvait vous faire auparavant. Assurer la gestion des factures émises et reçues. Alors, il faut savoir que la responsabilité portera sur les PDP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez envoyer votre flux de facture à votre PDP, la PDP, quand elle va transmettre au concentrateur de données les flux que vous lui avez envoyés, s'il y a un problème et que l'administration ne reçoit pas les flux, ça sera la charge de la PDP de retransmettre vos flux. Vous aurez transféré votre responsabilité à la PDP. Donc, il est important de choisir une PDP qui sera à la hauteur de vos attentes. Il faut savoir que la sélection est assez drastique. Donc, normalement, les PDP qui sortiront en janvier 2026 auront encore des phases de test sur toute l'année 2026 avant la mise en place définitive de la réforme. Et donc, de ce fait-là, on aura la possibilité de tester nos PDP. C'est également les PDP qui mettront à jour les annuaires. Donc, c'est eux qui donneront l'information à l'administration, qui tiendra, au portail public de facturation, qui tiendra à la mise à jour de l'annuaire, mais c'est eux qui donneront l'information s'il y a un changement de PDP. Et donc, rien ne vous empêche, si vous avez fait une erreur dans le choix de votre PDP, de changer. Et donc, c'est pour ça qu'on vous encourage également à faire des phases de test avant le calendrier de mise en place de la réforme. Il y a d'autres critères, Thomas? Oui, effectivement, deux autres critères pour ce choix de la PDP. Donc, elle devra être en mesure de gérer tous les différents types de flux et de formats de fichiers pour pouvoir les transmettre sans difficulté ensuite au PPF et à l'administration fiscale, quel que soit le type de transaction B2B, B2C qui est réalisé. Voilà pour le premier critère. Et le deuxième,
Donc c'est ce qui est noté, l'adaptabilité et surtout l'interopérabilité entre les différents OD, PDP et entre les PDP elles-mêmes, donc qui devront pouvoir communiquer. Et donc ça, c'est un critère de choix important. Et ensuite, donc l'intégration comptable, comme l'a évoqué Rudy précédemment, qui est nécessaire aussi. Alors, comment vous préparez? On a envoyé à bon nombre d'entre vous, et puis pour ceux qui sont clients, lors des présentations de comptes annuels, nous avons intégré la slide qui vous est présentée ici sur nos bilans imagés. Donc, cette slide, c'est ce qu'on appelle la préparation en fait au diagnostic. Donc, vous avez la possibilité en scannant le QR code que vous avez sous les yeux, de rentrer dans un système que je vais vous faire voir juste après, voilà, vers un système de diagnostic flash. Donc, ce diagnostic flash, c'est, je dirais, un autodiag que vous pouvez faire en répondant à une vingtaine de questions pour l'émission et une vingtaine de questions pour la réception. Donc, ça va vous faire 2 pendants, puisque vous avez bien compris que la réforme est sur le pendant émission et sur le pendant réception. Et ça va vous permettre de vous auto-analyser, ou en tout cas auto-noter, si on peut dire ça comme ça, sur l'émission de vos factures, où vous en êtes par rapport à la mise en place de la réforme. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Et donc, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et de un peu savoir si vous êtes prêt ou non. Si vous faites ce diag et vous avez vraiment je dirais des notes près de 1, puisque c'est une note entre 1 et 5, il faudra certainement passer à ce qu'on appelle un diag organisationnel. Donc, Thomas, je te laisse présenter. Donc, qui est là un diagnostic plus approfondi et dont l'objectif, c'est de faire un état des lieux toujours sur les 2 pendants de la réforme, la partie émission et la partie réception. Donc, on va faire une cartographie du système que vous utilisez actuellement et essayer de comprendre comment arrivent les données dans le logiciel comptable, donc que ce soit les données de paye, les factures clients, fournisseurs, les données bancaires. Donc on va étudier les logiciels qui sont utilisés, comment ils communiquent entre eux et comment ils communiquent avec le logiciel comptable. Ensuite, on fera un logigramme sur la partie réception et sur la partie émission de facture. Donc là, l'idée, c'est de savoir une facture qui arrive ou qui sort de votre entreprise, par quel service elle transite, par quels moyens elle va transiter entre ces différents services, entre les différents interlocuteurs, et comment elle est ensuite transmise à votre client ou réceptionnée de votre fournisseur. Et suite à cet état des lieux et ces différents schémas, on va pouvoir ensuite faire des conclusions et des recommandations qui vont aboutir à la proposition d'un plan d'action, 5-6 actions prioritaires à mener afin d'être prêt pour cette réforme de la facturation électronique. Et cette mission est réalisée donc, par les intégrateurs qu'a évoqué Rudy en début de webinaire, donc une communauté que nous animons et qui est composée de collaborateurs comptables qui sont spécialistes des sujets digitaux et de la facturation électronique, et donc qui sont en veille sur ces sujets-là. Alors, avant de passer aux questions-réponses, on pourrait peut-être faire une petite conclusion sur ce qu'il faut retenir de cette réforme, pardon. Il faut avoir en tête que c'est une réforme qui n'est pas forcément technologique, c'est plutôt une réforme organisationnelle, et donc elle doit vous permettre de vraiment revoir vos process. C'est aussi, la possibilité pour vous de revoir un petit peu votre schéma de transmission de la facture au sein de votre entreprise, et puis peut-être un peu sécuriser son flux. Donc ça, c'est hyper important de faire ce premier travail, de faire un peu sur la première partie un petit peu du diag organisationnel, c'est faire un peu un état des lieux de votre organisation. Donc faites ce travail-là dès le départ.
Et puis, sur le choix de la PDP, on a presque envie de dire qu'il est urgent d'attendre. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les PDP sont aujourd'hui pré-inscrites, pré-immatriculées, mais aucune PDP est immatriculée de façon définitive. Donc, la liste définitive sera sur janvier 2026. Donc, il faut regarder comment se comporte le marché. Il faut vérifier que votre PDP, faut vérifier les coûts, hein, évidemment, quels seront les coûts, puisque il n'y a pas de PDP qui seront gratuites, à ma connaissance. Et puis, il y aura beaucoup de services annexes qui seront proposés par rapport à ces PDP. Donc, voir si les services annexes sont pertinents par rapport à vos process comptables et fiscaux. Et puis enfin, vérifier l'intégration avec votre ERP ou votre opérateur de dématérialisation, voir s'il est bien connectable avec cette PDP. Normalement, toutes les PDP vont faire les efforts, vont se rapprocher des éditeurs de logiciels de facturation pour avoir la possibilité d'intégrer l'ensemble des flux. Et puis, enfin, qui de mieux que votre expert comptable pour vous accompagner par rapport à cette réforme, puisqu'on connaît vos organisations. Nous, on peut vous accompagner sur le choix de votre PDP en toute indépendance. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de, je dirais, votre interlocuteur habituel. On va passer du coup aux questions-réponses. Vous envoyer la présentation. Alors oui, la présentation pour tous ceux qui étaient connectés ce matin vous sera envoyée et vous aurez également un lien pour avoir le replay de cette présentation. Pour les gens qui n'ont pas pu y assister, ils n'auront que le replay et pas la présentation en support. Mais oui, elle vous sera bien envoyée. Alors, les factures Excel et Word sont interdites depuis plus de 10 ans. Je ne comprends pas pourquoi vous en parlez. Alors, on en parle parce qu'effectivement, elles sont interdites depuis plusieurs années, mais on se rend compte que certaines entreprises continuent à faire leur facturation sur la suite bureautique que l'on connaît tous, et malgré le fait qu'ils ne soient pas en conformité avec la législation. On en parle tout simplement par expérience, parce qu'on la rencontre malheureusement encore dans certaines entreprises. Donc, c'est pour ça tout simplement qu'on en parle. Je laisse dire parce que moi, je ne vois pas. Nous sommes non assujettis à la TVA. Devons-nous obligatoirement passer à la facturation électronique? Alors, si vous êtes non assujetti à la TVA, vous n'avez pas l'obligation de passer à la facturation électronique. Cependant, pour des questions, vous n'avez pas l'obligation, mais vous pouvez quand même le faire. Rien ne vous empêche de le faire pour justement, comme le disait Thomas, accélérer vos flux de transmission de données, récupérer, je dirais, vos factures de façon plus rapide et sous un format électronique qui sera traitable par votre logiciel comptable, par exemple. Donc, l'obligation, si vous êtes non assujetti, vous n'en aurez pas, d'émettre en facture électronique, mais par contre, rien ne vous empêche quand même de prendre une PDP et de passer par ce système qui vous permettra d'aller plus vite dans vos transmissions et la gestion de vos données. Comment l'on fera lorsque l'on facture à l'étranger? Là, dans ce cas-là, vous serez dans le cadre du e-reporting avec cette transmission des données de transaction et de paiement. Donc, pour le coup, là, vous ne transmettez pas des factures à l'administration, mais c'est les données de transaction et de paiement qui seront transmises à l'administration par le biais des PDP. Donc, ça, c'est pour la partie B2C, donc avec les particuliers, ou les transactions à l'étranger, à l'international. Le coût n'est pas à l'avantage des TPE à faible volume de facturation. Alors oui et non. En fait, beaucoup de PDP parlent d'une facturation à la facture. Donc, je dirais plus le volume est faible,
moins ça coûtera à l'entreprise. D'autres seront plus sur des volumes, hein, donc ils auront, je dirais, une facturation plus adaptée aux gros volumes. Mais sachez que voilà, on parle. Alors c'est un peu compliqué, hein, parce que en fait tout va dépendre, je dirais, ce que je disais un peu, hein, des prestations annexes que proposeront les PDP. Certains ont un business model qui est vraiment porté sur ces productions de prestations, d'autres, et donc du coup facturer ces prestations annexes. D'autres sont plutôt sur une partie juste à la facturation de la transmission de la donnée. On parle d'une vingtaine de centimes par facture. Vous ayez un ordre d'idée, mais après, tant que les PDP ne sont pas déterminés, c'est difficile de parler de prix. Alors, ensuite, on a une question par rapport à la confidentialité des données et comment seront garanties la confidentialité et le risque de piratage. Donc ça, effectivement, c'est des sujets sur lesquels les PDP travaillent et comme le disait Rudy, c'est de leur responsabilité, de la même manière que la facture arrive bien, aussi bien à l'entreprise cliente qu'à l'administration. Mais les PDP ont également l'obligation de garantir la confidentialité des données et de se prémunir contre d'éventuels piratages. Il faut savoir que dans les prérequis, hein, pour être pré-immatriculé au PDP, il faut être ISO 27001. Alors ISO 27001, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des entreprises qui peuvent héberger des données de santé. Donc en termes de, je dirais, de sécurité informatique, ils sont déjà à un niveau, je dirais, très important en termes de sécurité. Donc il faut qu'ils aient leur propre serveur, ainsi de suite, pour héberger les données. Donc il y a une vraie sélection qui est faite je dirais, par cette liste de PDP au niveau de la sécurité informatique. Est-il nécessaire de connaître les PDP de ses clients ou cela se fait automatiquement? Donc là, c'est avec cet annuaire centralisé que les PDP connaîtront grâce au numéro SIRET la PDP utilisée par l'entreprise cliente et pourront donc envoyer la facture à la bonne entreprise. En tant que TPE, comment allons-nous recevoir les factures pour pouvoir les payer et quand les payer? Bah ça se fera au fil de l'eau. Peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez peut-être organisé avec une adresse mail spécifique. Bah là, ça sera un petit peu le même système. Il faudra choisir une PDP. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir une PDP pour l'émission qui est différente de la PDP pour la réception. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même PDP pour recevoir vos factures que pour émettre vos factures. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Et donc, tout simplement, vous allez avoir dans un espace qui vous sera dédié au sein de votre PDP l'ensemble de vos factures qui va arriver en flux. Après, il faudra peut-être optimiser votre organisation de façon à pouvoir justement intégrer ces flux pour éviter une saisie manuelle de ces flux. Donc à vous de regarder un peu votre architecture et savoir comment vous pouvez intégrer tout ça dans votre organisation. Alors, vous préconisez de mettre en place une PDP au plus tôt, mais ne faut-il pas attendre la liste des PDP officiels en janvier 2026? Alors, je pense qu'il ne faut pas attendre janvier 2026 pour commencer à s'intéresser aux PDP et les acteurs du marché. Aujourd'hui, il y a 91 PDP préinscrites. Alors, il faut savoir que sur les 91, on a des PDP qui sont en marque blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils utilisent le moteur d'une autre PDP et ils appliquent, enfin, ils collent l'étiquette de leur nom dessus, mais derrière, c'est exactement le même moteur que d'autres PDP. Généralement, ce sont les gros acteurs, hein, qui vendent leurs solutions en marque blanche. Donc, je dirais là, je pense que vous avez raison, il faut attendre pour souscrire. Par contre, être en veille et regarder ce qu'elle propose, il faut faire ce travail-là comme on a pu vous le présenter sur les 6 mois qui viennent.
Les factures pour l'État iront-elles toujours directement sur Chorus ou passeront-elles aussi par la PDP? Eh bien, non, elles iront toujours sur Chorus. Sur le schéma que vous a présenté Thomas, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le fameux schéma où il y avait du bleu ciel et du vert, et il y avait une partie bleu foncé qui était sur tout ce qui était transaction B2G, hein, ce qu'on appelle, donc transmission avec l'administration, et on passera toujours par Chorus pour pouvoir envoyer. Après, techniquement, de toute façon, plus ça va aller, plus les outils seront connectés entre eux, hein, seront interopérables. Donc, du coup, bon nombre d'outils de facturation se connecteront directement à Chorus de façon à pouvoir fluidifier les transmissions des factures. Comment est fait le suivi du paiement puisque nous sommes sous le régime de la TVA sur encaissement alors que la facture sera transmise dès émission? Donc là, c'est les différents statuts que vous a présenté Rudy du cycle de vie de la facture qui sera mis à jour au fur et à mesure. Et donc l'administration en aura connaissance et vous également puisque vous aurez en temps réel l'état d'avancement de votre facture et de son règlement. Alors, on a encore beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va encore essayer d'en faire une ou deux. Et puis, pour ceux qui sont en attente de leur réponse, on vous fera un petit mail pour essayer de répondre au mieux à vos questions. Justement, on continue avec le cycle de vie. Donc, qui en fera le suivi des statuts du cycle de vie quand l'entreprise travaille seule, quand l'entrepreneur travaille seul, pardon. Mais en fait, ça sera sur votre logiciel de facturation. En fait, vous aurez ceux qui utilisent des ERP aujourd'hui ont peut-être déjà cette fonctionnalité. Vous avez en fait le statut d'avancement de votre facture. Et donc, quelque part, c'est vous qui indiquerez que vous avez bien été réglé par votre client. Et donc, cette donnée sera transmise à l'administration par décade ou par mois en fonction de votre régime fiscal. Pour les achats en grande surface ou autres magasins, est-ce que ces magasins vont-ils avoir les mêmes obligations? Il va falloir leur demander systématiquement une facture électronique et idem pour les notes de frais. On cite un exemple, autoroute, restaurant, etc. Alors, pour les magasins, à partir du moment où vous faites connaître comme un professionnel, ils seront soumis aux mêmes conditions de facturation électronique. Donc, ils auront l'obligation d'émettre une facture. C'est le cas, par exemple, aussi pour les restaurateurs. Donc, c'est vrai que lorsqu'on voit qu'il y a déjà la queue, parfois en sortie de restaurant, ça risque de complexifier un petit peu la chose. Mais oui, il faudra se faire connaître en tant que professionnel lorsque vous êtes chez un autre professionnel pour que justement on passe sur le schéma de facture électronique. Si je reprends l'exemple du restaurant ou même je dirais du supermarché, eh bien là, à partir du moment où vous passez en système de notes de frais, eh bien là, on sort du schéma puisque on sort du schéma de la facturation électronique. Et dans ce cas-là, c'est ce qui fera un peu la distorsion entre je dirais, la déclaration de TVA pré-remplie. Il faudra faire ce traitement manuel dans votre comptabilité pour justement remettre la TVA sur ces notes de frais et augmenter quelque part la TVA déductible sur la déclaration de TVA pré-remplie par l'administration. On va peut-être en faire une dernière et puis après on répondra aux autres par écrit. Y a-t-il des PDP proposés par les banques pour faire le lien avec les encaissements, décaissements directement? Bien sûr, hein, les banques proposent leur PDP. Après, nous, notre stratégie, c'est de pas forcément mettre tous ces œufs dans le même panier, hein, puisque après, vous allez être un petit peu, je dirais, pris au piège, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous allez difficilement pouvoir changer d'établissement bancaire à partir du moment où vous avez l'ensemble des prestations autour des flux qui sont gérés par votre banque. Donc, notre conseil, c'est plutôt d'être indépendant là-dessus sur le choix
et de faire votre choix de PDP, pas forcément par rapport aux sirènes que vous pouvez entendre des banques. Voilà, je pense qu'on répondra aux autres questions par écrit. On vous remercie pour votre attention et puis on vous souhaite une bonne installation, un bon suivi de la réforme de la facturation électronique. N'hésitez pas à rentrer en contact avec vos interlocuteurs Orcom habituels de façon à avoir la réponse aussi à vos questions et puis éventuellement aller un peu plus loin sur tout ce qui est diag organisationnel et choix de PDP. Merci beaucoup, merci Thomas. Merci pour votre participation et puis bonne journée. Au revoir.